Allez, il est 9h33. Je vais lancer la conférence de presse. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous connecter ce matin pour le lancement de la conférence de presse mise en place par l'Association française d'urologie et Cancer Vessie France, l'association de patients française des patients atteints de cancer de la vessie. Je suis très heureux aujourd'hui d'être accompagné par Laurie, présidente de l'association Cancer Vessie France, et Sarah Degrange, responsable de la communication de l'association, et par le professeur Yann Nezillet, urologue à l'hôpital Foch à Paris. Je suis moi-même urologue, je suis le docteur Benjamin Prader à Toulouse, à la clinique La Croix du Sud. Et donc nous sommes très heureux aujourd'hui de vous avoir avec nous pour cette conférence de presse qui va lancer le mois du cancer de la vessie, mois que nous essayons de promouvoir depuis maintenant plus de 4 ans, ensemble avec l'association Cancer Vessie France. Comme vous le savez peut-être pas, le cancer de la vessie est un cancer qui est relativement fréquent et parfois agressif. Alors on va peut-être passer à la diapositive suivante. C'est le 5e cancer en France aujourd'hui, le cancer de la vessie. C'est le 2e cancer urologique après le cancer de la prostate, dont on parle très souvent, mais malheureusement beaucoup moins souvent du cancer de la vessie. Et ça reste quand même le 2e cancer pour nous en tant qu'urologue. Et c'est un cancer qui malgré tout est en augmentation au niveau européen, avec depuis dans les 4 dernières années une augmentation de plus de 7% de l'incidence de ce cancer de la vessie. Un autre chiffre important, c'est 219 000, c'est l'incidence de ce cancer de la vessie en Europe en 2030. C'est-à-dire qu'on aura près de 200 000 patients diagnostiqués chaque année. Et puis, on a plus de 50% de ces patients qui sont diagnostiqués sur un autre symptôme. Et ça, c'est très important parce que finalement, personne n'entend parler du cancer de la vessie, ou très peu de gens sont au courant. Vous voyez sur cette diapositive, plus de 60% du grand public n'est pas au courant de ce cancer, qui est le cancer de la vessie, et de sa gravité. Et tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, ce cancer de la vessie, il est diagnostiqué dans plus de 50% des cas sur un autre symptôme que finalement la découverte fortuite de ce cancer. Donc ce sont des symptômes qui sont parfois mal interprétés et qui font que c'est un cancer qui finalement est diagnostiqué un peu plus tard. Deux autres informations qui sont importantes sur le cancer de la vessie, c'est que le cancer de la vessie, la première cause, c'est le tabac. Très souvent, les patients et le grand public n'est pas au courant et pense tout de suite au cancer du poumon lorsqu'on parle de tabac. Néanmoins, le tabac est la première cause de cancer de la vessie, et c'est le deuxième cancer lié au tabac. L'autre chose qui est importante à noter, c'est que c'est un cancer qui touche plus souvent les hommes, mais qui est finalement beaucoup plus souvent grave chez la femme pour de multiples raisons, dont la principale qui est que les symptômes urinaires en lien avec le cancer de la vessie peuvent être interprétés comme des signes plus fréquents comme la cystite, et finalement on passe un petit peu avec un délai, un retard au diagnostic qui en fait finalement un cancer plus grave chez la femme. Ça, ces chiffres-là sont des chiffres que vous pouvez retrouver dans le communiqué de presse et dans le dossier de presse, mais qui sont importants à mettre en valeur, parce que finalement, on se rend compte que c'est beaucoup plus fréquent qu'on en entend parler, et qu'il y a de vrais enjeux vu le nombre de patients qui sont touchés. Pour faire très simple et pour comprendre un petit peu ce qu'est le cancer de la vessie, on ne va pas vous faire une explication d'anatomie trop compliquée, mais la vessie, c'est cette poche dans laquelle il y a deux grandes couches, en fait, le chorion, qui est une partie très superficielle de la vessie, et puis le muscle de la vessie. Et c'est important parce qu'en fait, tout le diagnostic et le pronostic du cancer de la vessie, il se greffe sur cette partie-là. C'est-à-dire où va se positionner le cancer, sur le chorion ou sur le muscle. Et en fait, on comprend beaucoup mieux après, et c'est ce qui va être discuté lors de la prise en charge thérapeutique, quand on regarde, en fait, il y a donc des tumeurs qui vont infiltrer le muscle et des tumeurs qui ne vont pas infiltrer le muscle. Et ça va être deux types de tumeurs complètement différentes. Et malheureusement, quand le muscle est envahi, parfois, on arrive jusqu'au cancer métastatique. Et quand on regarde finalement le pronostic à 5 ans de ces patients, lorsque la tumeur est prise tôt, c'est-à-dire au stade où elle n'infiltre pas le muscle de la vessie, 80% des patients survivent à 5 ans.
alors que lorsque le cancer est diagnostiqué plus tard, lorsque celui-ci infiltre le muscle, le diagnostic à 5 ans est seulement de 50%. Ça veut dire que 50% des patients diagnostiqués avec un cancer au stade où ça infiltre le muscle vont mourir à 5 ans. Et encore plus grave, et c'est là où on voit l'agressivité et la sévérité de ce cancer, c'est que lorsque ce cancer est métastatique, uniquement 5% des patients vont survivre à 5 ans, donc 95% de décès dans les 5 années lorsque ce cancer est diagnostiqué trop tard au stade métastatique. Alors, le cancer de la vessie et le mois sur le cancer de la vessie cette année met en avant évidemment le diagnostic, le symptôme le plus important, qui est les urines rouges. C'est-à-dire que lorsque les patients ont du sang dans les urines, c'est le premier signe clinique qui est révélateur du cancer de la vessie. Et c'est pour ça que cette année, on a utilisé le slogan « Urine rouge, je me bouge » pour pouvoir aller consulter le plus rapidement possible un médecin les patients rencontrent du sang dans leurs urines, se rendent compte qu'il y a du sang dans leurs urines. L'urologue a une place pivot dans la prise en charge du cancer de la vessie, puisque c'est le spécialiste qui va faire le diagnostic de la maladie, le traitement de la maladie au stade localisé notamment, et le suivi de la maladie. C'est-à-dire que l'urologue est vraiment le médecin qui s'occupe du cancer de la vessie au quotidien. Pour la partie diagnostic, l'urologue va réaliser sur le patient ce qu'on appelle une cystoscopie, c'est-à-dire une petite caméra qui va aller directement par l'urètre, par les voies naturelles, on va aller dans la vessie pour regarder cette vessie et rechercher des lésions au niveau de la muqueuse vésicale. Et cette cystoscopie, cet examen qui permet de regarder l'intérieur de la vessie et de visualiser le cancer de la vessie, va être suivi par une résection, c'est-à-dire qu'on va aller prélever ce polype qui est dans la vessie, cette tumeur qui est dans la vessie, et ensuite on va réaliser l'examen anatomopathologique, évaluer l'invasion du cancer, comme je vous l'ai expliqué juste avant, c'est-à-dire est-ce que ça envahit simplement la partie superficielle de la vessie, qui est un bon pronostic, ou est-ce que ça envahit plus profondément au niveau du muscle, qui a un pronostic plus complexe. Et ensuite, le traitement va donc être réalisé par l'urologue en fonction de l'infiltration ou non de ce muscle vésical. Et le traitement, quel est-il? Eh bien, en fait, il y a deux grands traitements dans le cancer de la vessie. Le premier traitement, quand le cancer est à un stade précoce, c'est-à-dire non infiltrant le muscle, le premier traitement, c'est l'instillation, c'est-à-dire la mise en place de médicaments, de chimiothérapie ou d'autres molécules directement dans la vessie, où le médicament va aller agir directement sur la paroi de la vessie pour détruire les cellules cancéreuses qui peuvent rester. Et malheureusement, quand la tumeur infiltre le muscle vésical, c'est-à-dire que lorsque celle-ci est un peu plus avancée, je vous rappelle, un pronostic à 5 ans de seulement 50% de survie, dans ce cas-là, le traitement de référence, au-delà d'une chimiothérapie, va être un geste chirurgical lourd de conséquences pour les patients, puisque c'est l'ablation totale de la vessie, c'est ce qu'on appelle la cystectomie, donc on va enlever l'intégralité de la vessie. Et donc c'est une intervention qui est lourde pour le patient et lourde de conséquences, puisque derrière la qualité de vie, et notamment la qualité de vie pour uriner, risque d'être très impactée en fonction du type de chirurgie qui sera réalisée. L'autre place très importante de l'urologue aujourd'hui dans le cancer de la vessie, c'est le suivi de ces patients-là. Et il y a beaucoup d'innovations, et mon confrère, le professeur Neusillet, va vous en parler aussi plus tard. Il y a énormément d'innovations dans le cadre du suivi, parce que le suivi du cancer de la vessie, c'est une maladie qui impacte beaucoup les patients sur de très longues années. C'est des suivis qui durent 10 ans en général. Eh bien, on doit réaliser des cystoscopies, c'est-à-dire fibroscopie, c'est-à-dire cette caméra qu'on va mettre par les voies naturelles de façon régulière dans la vessie pour vérifier qu'il n'y ait pas de repousse de la tumeur à l'intérieur de la vessie. Voilà, donc en fait, c'était simplement pour vous dresser un petit peu le tableau de ce qu'est le cancer de la vessie, de son impact aujourd'hui en France, avec entre plus de 15 000 patients qui sont diagnostiqués tous les ans. Ça a un impact fort, c'est malheureusement trop peu connu du grand public, et c'est pour ça qu'il y a cette alliance de Cancer Vessie France et de l'Association française d'urologie pour vraiment diffuser l'information sur ce cancer de la vessie. Et je vais laisser la place maintenant au professeur Yann Neusillet de l'hôpital Foch à Paris, qui va vous
parler finalement des innovations et de la prise en charge thérapeutique. On va probablement d'abord laisser s'exprimer nos patients et patientes à travers la présence de Laurie et de Sarah pour nous dire en quoi votre association Cancer Vessie France est essentielle et pourquoi du coup il était évident qu'on ne pouvait que travailler ensemble pour mieux faire connaître ce cancer aux patients et aux aidants. Je vous laisse la parole et après effectivement je reviendrai sur les innovations. Merci beaucoup, professeur Neusillet. Oui, voilà, merci beaucoup. Cancer Vessie France est une association de patients. Notre association a été créée en 2017 pour répondre à un besoin, parce que, comme vous l'avez vu dans le dossier presse, il y a entre 13 000 et 20 000 nouvelles personnes chaque année diagnostiquées avec un cancer de la vessie en France. C'est énorme. Ça représente environ 5 000 décès par an. Et malheureusement, ce cancer est encore trop méconnu. Avant 2017, les patients étaient souvent isolés avec leur maladie et avaient des difficultés pour accéder à une information fiable. J'aimerais insister sur quelque chose que le docteur Prader a mentionné, c'est que même si le cancer de la vessie touche beaucoup plus souvent les hommes que les femmes, il y a quand même un quart des patients qui sont des femmes. Et ce chiffre est en augmentation chaque année. Nous voyons arriver chaque semaine dans notre association des nouvelles patientes qui viennent d'avoir un diagnostic. Malheureusement, les femmes ont souvent un diagnostic plus sombre parce qu'elles reçoivent leur diagnostic tardivement. C'est un réel sujet de santé publique sur lequel j'aimerais insister beaucoup. Pourquoi nous faisons cette campagne de sensibilisation chaque année en partenariat avec l'AFU? C'est parce qu'il faut mieux faire connaître les signes qui doivent alerter. Les femmes ne savent pas quels sont les signes qui doivent alerter. Elles ont peut-être l'habitude de voir du sang dans les toilettes et ne seraient pas alertées et ne penseraient pas que c'est quelque chose de grave. Alors que si on voit du sang dans les urines, il faut vraiment aller rapidement à un médecin. J'aimerais également parler du lien entre le tabagisme et le cancer de la vessie, parce que ce lien est très méconnu. Ce n'est pas indiqué sur les paquets de cigarettes. Malheureusement, il n'y a pas d'avertissement. Combien de patients avec qui j'ai discuté qui m'ont dit « mais je ne savais pas qu'il y avait un lien entre le tabagisme et le cancer de la vessie ». Pourtant, comme le docteur Prader l'a souligné, le tabagisme est responsable de plus de la moitié des cas de cancer de la vessie. Donc cette année, pendant le mois de sensibilisation, nous avons souhaité développer notre présence en région. Nous irons beaucoup plus à la rencontre des patients et le grand public. Nous sommes présents dans une dizaine de grandes villes tout au long du mois, avec des stands, avec des conférences, des interventions pour faire connaître le cancer de la vessie et les signes qui doivent alerter. Nous serons au cœur des grands centres hospitaliers et des instituts dédiés au cancer. Notre objectif, c'est de faire parler du cancer de la vessie partout en France. Nous comptons sur vous, les journalistes, pour relayer nos actions et parler aussi du cancer de la vessie dans la presse, parce que vraiment, ça peut faire une grande différence. Quelqu'un qui consulte rapidement et il reçoit un diagnostic précoce aurait un traitement moins lourd. L'année prochaine, nous allons également développer nos actions dans d'autres régions encore. Et j'aimerais dire que nos actions de sensibilisation prennent vraiment tout leur sens et beaucoup plus de portée grâce à la mobilisation extraordinaire des urologues spécialisés au cœur des hôpitaux et des grands centres de cancérologie. J'aimerais vous parler un petit peu des domaines d'action de notre association. Tout d'abord, notre association répond aux besoins des patients aidants en leur permettant de rompre leur isolement. Les patients peuvent nous trouver tous les moyens de contacter notre association sur notre site web cancer-vessie.fr. Ce que nous faisons au quotidien, c'est que nous aidons les patients à comprendre leur parcours de patient et nous les aidons à être mieux préparés pour dialoguer avec les professionnels de la santé, pour qu'ils puissent poser les bonnes questions lors des rendez-vous et prendre des décisions éclairées. Nous orientons les patients et les aidants vers des ressources scientifiquement validées.
Nous organisons des webinaires aussi pour les patients. Par exemple, en 2023, on a eu un webinaire sur le thème de l'automédication et le cancer. Comme cette année, au mois de mai, nous menons chaque année une campagne de sensibilisation à l'instar de nos collègues dans d'autres pays du monde. Nous étions en 2023 partenaires du Mois sans tabac pour la première fois. Nous pensons que c'est très important de souligner encore ce lien entre tabagisme et cancer de la vessie. On aimerait dire que c'est crucial que les médecins généralistes orientent les patients ayant une hématurie vers un urologue, parce que c'est important de favoriser les diagnostics précoces. Le sang dans les urines, notamment chez la femme, doit toujours être investigué. Dès la naissance de l'association en 2017, nous avons mené un plaidoyer actif pour l'accès aux traitements existants et innovants. Le professeur Neusillier va nous en parler plus tout à l'heure. À partir de 2019 seulement, les patients en France ont eu accès à l'immunothérapie systémique pour la première fois. Cela après plus de 30 ans sans nouveaux traitements disponibles pour le traitement du cancer de la vessie. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a un large consensus scientifique sur la supériorité d'un nouveau traitement combiné pour une catégorie de patients. Les résultats d'une étude récemment publiée sont vraiment spectaculaires, avec une réduction du risque de la mort de plus de 50%. Nous savons depuis octobre dernier, mais à ce jour, les patients en France n'ont pas encore accès à ce traitement. C'est une grosse perte de chance pour beaucoup, et c'est difficile à regarder, à ne pas pouvoir orienter les patients encore vers ces nouveaux traitements prometteurs. En tant qu'association, depuis 2019, nous contribuons également aux travaux de la HAS. Nous l'avons fait à plusieurs reprises pour favoriser l'accès aux traitements innovants et nous poursuivrons cette mission dans les années à venir. C'est un rôle essentiel de l'association. Nous portons la voix et l'expérience vécue des patients aux instances qui délibèrent sur la prise en charge potentielle des nouveaux traitements. Nous participons également au dispositif EUHTA au niveau européen pour la prise en charge et les procédures d'accès des nouveaux traitements innovants. Nous suivons de très près les développements de ce dispositif, notamment à travers notre coalition mondiale, la World Bladder Cancer Patient Coalition. Aujourd'hui, notre association œuvre pour une meilleure prise en charge des patients dans plusieurs domaines. Il y a la qualité de vie des patients avec un cancer non infiltrant la vessie, le muscle de la vessie, pardon. Nous demandons la prise en charge des nouveaux tests urinaires de surveillance, car l'impact des examens existants sur la qualité de vie de ces patients est énorme, ainsi que le coût pour la société. Ces nouveaux tests urinaires peuvent améliorer la qualité de vie des patients ayant un cancer non infiltrant le muscle. Nous plaidoyons également pour la prise en charge des nouveaux traitements innovants qui sont bien plus efficaces que les traitements existants pour une certaine catégorie de patients, ainsi qu'une meilleure prise en charge du côté psychologique pour les patients ayant un cancer de la vessie, pour tous les patients non infiltrants et infiltrant le muscle. Notre association, pour finir, est très engagée en faveur de la recherche dans le domaine du cancer de la vessie. Nous partageons les résultats de la recherche avec nos membres qui s'y intéressent énormément. Nous avons un dialogue avec les différents acteurs de la recherche. Nous remontons les besoins des patients et aux acteurs de la recherche dans toutes les disciplines. Nous relisons des protocoles de recherche pour donner le point de vue des patients sur la recherche menée. Et nous encourageons nos membres à poser la question à leur médecin, est-ce que je suis éligible à un essai clinique? C'est une question importante à poser en rendez-vous avec son médecin. Nous informons nos membres sur les objectifs et le déroulement de la recherche clinique, notamment à travers un dossier qui se trouve sur notre site web cancer-vessie.fr, un dossier qui explique c'est la recherche clinique pour les patients. Notre association a également récemment été choisie pour siéger au GRAM, un groupe de réflexion d'associations de malades. C'est une instance de l'INSERM centrée sur la promotion de la recherche participative. Et en dernier, nous participons également à la recherche menée par les associations de patients eux-mêmes au niveau international
pour recueillir des données d'expérience et de parcours patient. Dans tout ce qu'on vient de voir dans ce panorama d'action d'association Cancer Vessie France, la collaboration de notre association avec l'Association française d'urologie a bien évidemment une place très privilégiée, comme en témoigne cette campagne de sensibilisation que nous menons côte à côte en 2024. Merci beaucoup, Laurie, pour ce que vous faites en tant que présidente de l'association pour fédérer et rapporter la parole des patients à tous les niveaux. On l'a vu à la HAS et on va le revoir maintenant en parlant d'innovation, à quel point ce rôle est important parce que effectivement, il y a des innovations et on peut s'en féliciter, nous, en tant que médecins, chercheurs, mais surtout les patients, leurs familles, leurs aidants qui se prêtent à cette recherche parce que pour démontrer une efficacité d'un traitement, il y a toujours une randomisation, c'est-à-dire un sort, et que c'est une prise de risque que les patients acceptent de manière à pouvoir contribuer à améliorer leur prise en charge globalement. C'est une petite pièce à l'édifice que chaque patient contribue d'apporter et en ça, il n'y aurait pas de progrès sans les patients. Et avant de vous montrer quelques courbes, je voulais avant tout remercier les associations de patients pour cette contribution et éveiller vos plumes de journalistes à cette importance de mobiliser les patients dans le progrès thérapeutique, parce que pour qu'une étude soit importante pour les patients français, il faut qu'il y ait des patients français dedans pour qu'on soit sûr que l'épidémiologie française et la caractéristique des patients français est bien prise en compte. On ne peut pas tirer de conclusions d'études réalisées dans des pays, notamment en Asie, où maintenant beaucoup d'études viennent de Chine avec des patients uniquement chinois et on ne peut pas tout extrapoler. Les études que je vais maintenant vous présenter sont des études faites avec des patients français. La première, c'est une étude qui s'intéresse aux patients qui ont eu une opération pour une tumeur de vessie qui infiltre le muscle. Celle dont le docteur Prader vous a rappelé le pronostic relativement mauvais, parce que c'est le verre à moitié plein. Il y a 50% des patients qui vont survivre grâce au traitement que vont leur apporter leur urologue et leurs oncologues médicaux en combinaison. Mais malheureusement, on sait que certains patients ne guériront pas malgré cette première ligne de traitement et il y a un besoin d'optimiser cette prise en charge. Et on a, comme le rappelait Laurie, été les derniers en France, en Europe, en France, on a été les derniers à avoir l'immunothérapie pour des patients à un stade avancé. On a, cette fois-ci, grâce à notre mobilisation, pu obtenir plus rapidement la prise en charge des patients donc avec des tumeurs graves, opérées, dont on sait qu'ils sont à fort risque de progresser et donc de décéder malheureusement de la maladie, de leur administrer une immunothérapie, donc on appelle adjuvante, c'est-à-dire en combinaison et en association après un traitement local, pour améliorer le pronostic. Et vous voyez ces deux courbes qui sont des courbes de survie globale, c'est-à-dire que l'on voit combien de patients sont en vie après plusieurs années de traitement sans et avec cette molécule qui s'appelle le nivolumab, qui est donnée pendant 1 an au rythme de toutes les 2 semaines ou 4 semaines aux patients, et on voit qu'il y a clairement un bénéfice pour les patients à recevoir ce traitement lorsqu'ils ont une indication, c'est-à-dire que leur tumeur répond aux caractéristiques des patients qui bénéficient de ce traitement. Cette innovation, on peut se féliciter d'y avoir eu accès rapidement. Une deuxième innovation, qui est celle qui a vraiment été une révolution en termes de prise en charge des patients, est celle que Laurie évoquait. C'est celle de cette combinaison d'un anticorps drogue conjugué, ces ADC, des molécules qui révolutionnent actuellement le domaine de l'oncologie parce qu'elles apportent la drogue de chimiothérapie non plus partout, mais spécifiquement dans les cellules qui en ont besoin, c'est-à-dire les cellules cancéreuses, et d'une immunothérapie, en l'occurrence l'adéfortumab vedotin, l'immunothérapie c'est le pembrolizumab. Cette association, on le voit sur la courbe, et comme le disait Laurie, diminue le risque de mourir d'un cancer de la vessie métastatique ou localement avancé lorsque on sait le pronostic effroyable que rappelait tout à l'heure Benjamin, c'est-à-dire dans les études anciennes, 5 à 15% maximum, malheureusement, de survivants à 5 ans. Donc là aussi, un énorme besoin de progrès thérapeutique. Une étude que mentionnait Laurie, l'étude EV302, qui a été présentée à l'ESMO national à Madrid en octobre dernier, qui ensuite a fait l'objet d'une publication dans le New England Journal of Medicine, une des plus grandes revues médicales mondiales,
qui est dans les mains maintenant de nos autorités de santé, et on espère très sincèrement avoir un accès précoce, c'est-à-dire une autorisation pour nous médecins de prescrire ce médicament aux patients qui en ont besoin, sans attendre que les lentes procédures administratives nécessaires à un accord entre les tutelles, la caisse de remboursement qui est la sécurité sociale, se fassent pour que les patients aient en droit commun ce qu'on appelle accès aux médicaments avec un remboursement comme pour tout traitement. Ces procédures ont malheureusement tendance à s'allonger, et ça c'est important, journalistes, que vous le sachiez pour en informer la population. Avant, c'était 3 mois pour avoir un accès précoce en France. Comme il y a moins de personnel à HAS, eh bien maintenant ils ont décidé que ce serait 4 mois. Perdre un mois pour mettre accès à un patient, un traitement sur des problèmes de personnel administratif, en tant que médecin, ça me fait mal. En tant que patient, j'imagine que c'est ô combien insupportable. Et en ça, mobiliser l'opinion publique pour que, eh bien, un traitement aussi efficace, des courbes de survie comme ça, on en voit une tous les 10-15 ans. Un bénéfice en survie comme ça, en oncologie, tout domaine confondu, c'est exceptionnel. Attendre que l'administration gère le problème avec des sous-effectifs qui ralentiraient la procédure, ce serait vraiment, vraiment compliqué à expliquer à des êtres humains qui attendent ce traitement et qui souffrent en leur chair à cause de ces cancers. L'autre chose que l'on peut améliorer, c'est la prise en charge des tumeurs de vessie qui n'infiltrent pas le muscle et le poids, le fardeau que représente leur suivi pour les patients. Laurie le rappelait, ce sont des tumeurs qui, certes, Benjamin le disait, sont moins graves. Ce sont des tumeurs qui mettent moins souvent en jeu le pronostic vital, mais qui doivent être surveillées parce qu'elles récidivent régulièrement et que si on prend en charge ces récidives précocement, bien sûr, on améliore le pronostic. Et pour cela, actuellement, l'examen de référence, c'est la fibroscopie, c'est-à-dire cet examen que vous a décrit le docteur Prader, consistant à mettre une caméra dans la vessie. Vous imaginez que c'est pas extrêmement confortable, même si c'est tout à fait faisable, supportable. C'est toujours plus facile à dire qu'à supporter soi-même. Pour remplacer à terme cette fibroscopie, de nombreuses entreprises, laboratoires de recherche ont essayé de trouver des biomarqueurs, c'est-à-dire quelque chose qui peut être analysé en dehors de l'organe cible, et là en l'occurrence dans la vessie ce serait dans les urines, une molécule, de l'ADN, une protéine, qui permettrait de savoir si oui ou non la tumeur est présente, et donc permettre aux patients pour lesquels on n'a pas de suspicion de récidive de la tumeur d'éviter la fibroscopie inutile. Pour cela, l'Association française d'urologie est promotrice d'une étude qui permet en soins courants, d'analyser les données recueillies dans la prise en charge des patients, auxquels les urologues peuvent tout à fait prescrire actuellement ces biomarqueurs dans le cadre de ce qu'on appelle le RIHN, c'est-à-dire un système de remboursement un peu compliqué pour les établissements de santé parce qu'ils ne sont remboursés qu'à l'année suivante des frais qu'ils engagent pour ces biomarqueurs. Néanmoins, ça permet à tout urologue de prescrire les biomarqueurs évalués dans le cadre du registre TVNI-MAFU afin, in fine, de pouvoir montrer aux autorités de santé, la HAS en particulier, que ces biomarqueurs sont fiables pour remplacer les fibroscopies. Le RIHN, cette procédure de remboursement, est faite pour ça. Et les urologues et les hôpitaux qui se prêtent à cette recherche contribuent pleinement à ce pourquoi la HAS a conçu le RIHN, c'est-à-dire qu'une société savante, en l'occurrence l'Association française d'urologie, s'empare d'une question posée par un biomarqueur, ces 4 biomarqueurs que vous voyez affichés, pour les évaluer de manière totalement indépendante, puisque les industriels ne sont pas eux-mêmes promoteurs de l'étude, c'est l'AFU qui est promotrice de l'étude, et l'AFU va fournir aux autorités de santé les résultats indépendants pour, on l'espère, montrer que ces biomarqueurs peuvent se substituer. Donc vous voyez que notre association, avec les patients, parce qu'il n'y a pas de recherche, je le disais en introduction, sans les patients, fait en sorte d'améliorer la prise en charge. Mais pour ça, il faut que le grand public soit au courant, que les autorités comprennent que les patients atteints de cancer de vessie, même s'ils ont parfois des réticences à parler de leur intimité, de leur maladie, eh bien sont des patients plus nombreux
qu'on ne l'imagine, avec des facteurs de risque dont on a parlé. J'ai vu vos questions, on va y revenir, qu'on a toujours du mal à prévenir. Le tabagisme, c'est facile de dire qu'il suffit d'arrêter de fumer. On sait tous que c'est très difficile dans les faits d'arrêter réellement de fumer sans aide. Et avec des autorités de santé qui ne sont pas toujours d'une grande logique. On a appris cette semaine que l'erdafitinib, un médicament qui, pour les patients avec des cancers très avancés, après qu'ils aient reçu de la chimiothérapie et de l'immunothérapie, ce médicament, pour certains patients qui présentaient des altérations génétiques spécifiques dans leur tumeur, ce médicament améliorait la survie. Là aussi, on pouvait prolonger la vie de ces patients. Eh bien, l'accès précoce à ce médicament a été supprimé par la HAS, qui, pour une logique qui ne représente pas la véritable pratique, estime que d'autres molécules permettent déjà de répondre aux besoins. Et donc, des patients qui avaient accès à ce médicament ne vont plus avoir accès à cause d'une décision administrative à laquelle d'autres autorités de santé, d'ailleurs, n'ont pas abondé, n'ont pas trouvé ça logique. Et d'ailleurs, la HAS en elle-même n'avait pas une décision univoque, mais son collège, où il n'y a pas d'oncologue d'ailleurs, a décidé que ce médicament devait être retiré du marché. Enfin, en tout cas, aura un accès au marché plus compliqué parce que, pour l'instant, l'accès précoce va être supprimé. Et ça, vous voyez, typiquement, journaliste, vous pouvez informer le grand public sur ces problématiques qui font que les patients au quotidien, ont d'un côté des progrès qui sont faits grâce à eux et avec les urologues, les oncologues médicaux qui les prennent en charge, et en même temps, une société qui évolue pas au même rythme que le progrès, et c'est bien regrettable. Alors, il y avait plusieurs questions qui ont été posées, et la première que je vais tout de suite relayer, c'est pourquoi l'augmentation en Europe, dont nous parlait Benjamin. Benjamin connaît très bien l'Europe pour avoir travaillé dans plusieurs grands centres européens et notamment à Vienne, et je pense qu'il va pouvoir nous apporter sa réponse. Oui, merci Yann. Effectivement, l'augmentation de l'incidence du cancer de la vessie en Europe, elle vient de deux choses principales. La première, c'est la possibilité d'avoir accès à la médecine, hein, et donc on a forcément beaucoup plus de diagnostics. Il y a encore beaucoup trop de fumeurs en Europe, et donc l'augmentation, elle n'est pas due simplement au fait qu'on diagnostique plus précocement, mais aussi tout simplement parce que l'augmentation des fumeurs est présente en Europe. Et puis la deuxième chose, c'est effectivement le fait qu'il y a toute une partie non vue de facteurs qui entraînent des cancers de la vessie. Et au-delà du tabac, qui est le facteur principal du cancer de la vessie aujourd'hui en 2024, il y a aussi d'autres facteurs qui entraînent des cancers de la vessie, et notamment environnementaux. Et c'est important pour le grand public de le savoir parce que certaines expositions, notamment des expositions professionnelles, sont considérées comme maladies professionnelles après par rapport au cancer de la vessie, et notamment des expositions à tout ce qui est le caoutchouc, les gens qui travaillent avec beaucoup de colorants dans la plasturgie, dans le textile, parfois dans certaines entreprises qui fabriquent de la peinture ou dans les produits cosmétiques. En fait, il y a une importante exposition à des produits qui sont agressifs et qui peuvent entraîner et qui sont reliés à la possibilité d'avoir un cancer de la vessie, et qui peuvent donc être diagnostiqués comme maladie professionnelle. Et parmi elles, il y a aussi l'exposition aux hydrocarbures. Alors on appelle ça les hydrocarbures aromatiques polycycliques, c'est un mot un peu compliqué, mais en gros ce sont des polluants qu'on peut trouver parfois dans l'air ambiant, que sont la fumée du tabac, dans les gaz d'échappement, dans certains produits comme les produits et les pesticides. Hein. On voit que notamment dans les régions qui sont de grandes régions agricoles, on a une augmentation du nombre de cancers de la vessie diagnostiqués par rapport aux pesticides qui étaient utilisés il y a une vingtaine d'années. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs environnementaux qui exercent une pression sur l'incidence du cancer de la vessie. Donc le tabac évidemment en premier, mais aussi plein d'autres produits toxiques qui ont été découverts au fur et à mesure avec l'augmentation de l'industrialisation. On pose aussi la question pour les personnes paraplégiques ou tétraplégiques qui ont besoin de sondes à demeure ou de sondages intermittents, ce qu'on appelle les autosondages. Est-ce que c'est une prédisposition au cancer de la vessie? Est-ce que Benjamin, tu veux répondre ou Oui, on peut, je pense, répondre tous les deux, mais c'est vrai que de façon générale, on sait que certaines
prise en charge thérapeutique peuvent entraîner une altération de la vessie, une inflammation chronique, et cette inflammation chronique peut entraîner derrière un cancer de la vessie, et notamment le fait d'avoir une sonde à demeure, une sonde dans la vessie de façon très chronique, peut augmenter le risque de cancer de la vessie sur du très long terme. Attention, on n'est pas sur une mise en place sur quelques mois, on parle de vraiment d'années, de dizaines d'années d'exposition à une inflammation chronique qui est celle de la sonde à demeure. Et il y a d'autres choses qui ont été mises en évidence dans d'autres thérapies, comme par exemple la radiothérapie. Et les radiothérapies anciennes, on ne parle pas des radiothérapies récentes qui sont beaucoup plus ciblées, mais certains types de radiothérapie peuvent entraîner, et certaines chimiothérapies, des anciennes chimiothérapies utilisées plutôt dans les années 80-90, peuvent entraîner une inflammation de la vessie chronique qui va finalement dégénérer vers un cancer de la vessie. Merci. Alors, Yolande demande quelles analyses demander à son médecin, tests urinaires, autres, et à partir de quel âge. Les biomarqueurs dont je vous ai parlé sont des biomarqueurs qui sont évalués pour le suivi. Et c'est vraiment important de bien différencier les deux situations. La situation de diagnostic précoce, c'est-à-dire de dépistage, en quelque sorte, d'un cancer chez un patient asymptomatique, et donc dans une population où heureusement, le risque de trouver un cancer reste relativement faible. Pour prendre une valeur très claire, un patient hématurique qui est fumeur a environ 3% de risque que un cancer soit diagnostiqué, alors qu'un patient fumeur a 3% de risque d'avoir un cancer de la vessie diagnostiqué. S'il a du sang dans les urines, le risque de trouver le cancer augmente à 17%. Et effectivement, on aimerait avoir des marqueurs qui permettent d'encore mieux diagnostiquer ces cancers précocement. Pour l'instant, ces biomarqueurs, on n'en dispose pas. Ces biomarqueurs dont je vous ai parlé, ce sont des biomarqueurs qui permettent de diagnostiquer des récidives où le risque est beaucoup plus important, et donc les performances que l'on attend des biomarqueurs sont différentes. Et donc, ce ne sont pas des biomarqueurs, que ce soit celui de Cepheid, d'Urodiag, donc l'Expert Bladder, celui de Nucleix qui s'appelle EpiCheck, ou Visiocide de chez VitaDX, celui de chez Cepheid s'appelant Expert Bladder. Tous ces tests ne sont faits que pour le suivi des patients, et c'est dans ce contexte-là qu'on les évalue. Actuellement, pour être très clair, comme le rappelait Benjamin, comme on l'a rappelé avec le slogan « Urine rouge, je me bouge », le signe qui doit alarmer absolument, c'est l'hématurie. Une patiente ou un patient, et j'insiste sur la patiente, qui a des signes de cystite, pour lequel l'examen de référence est un ECBU, c'est-à-dire la recherche de microbes dans les urines, ne montre pas d'infection. Alors là aussi, il ne faut pas attendre, se dire « bon, c'est sûrement que le CBU a été mal fait » ou non. Il faut consulter parce que certaines tumeurs de vessie sont révélées comme ça, avec des irritations vésicales pour lesquelles il n'y a pas de microbes, puisque c'est des tumeurs qui irritent et non pas une infection. Et donc, c'est une façon aussi de diagnostiquer précocement. Après, autres tests, actuellement non, en tout cas aucunement de manière évaluée aussi correctement que ne le fait l'AFU et en tout cas remboursée. Donc pour l'instant, on reste sur cette doctrine. ECBU, si infection, doute quant à des symptômes, et si hématurie, alors dans ces cas-là, sans hésiter, urine rouge, je me bouge. On nous demande aussi, ce sont des ADN circulants, les biomarqueurs. Là, je réponds très brièvement, non. Ce sont quand il y a de l'ADN, elle est circulant, mais dans les urines. Il ne s'agit pas de faire des prises de sang aux patients. Ça modifierait d'ailleurs leur parcours de soins. Je vous le disais, pour les patients qui vont lire vos articles, il ne s'agit pas de modifier à travers cette recherche que fait l'AFU sur les biomarqueurs leur prise en charge. On est sur du soin courant. Ils font leurs examens d'urine exactement comme d'habitude, et c'est simplement l'AFU qui recueille les données pour les analyser, et donc ce sont des examens d'urine, d'examens non invasifs. Il n'y a pas de prise de sang comme pour l'ADN circulant. L'ADN circulant, c'est de l'ADN circulant sanguin. Là, quand il y a de l'analyse d'ADN, c'est de l'analyse dans l'ADN dans les urines, et donc c'est de l'ADN tumoral urinaire qui est recherché par certains de ces biomarqueurs. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Nous reparler de la prévention. Il y avait une question, je crois, sur la prévention. Oui. Alors, sur la prévention, évidemment, arrêter de fumer est essentiel. Il faut savoir que arrêter de fumer sans aide, la probabilité d'y arriver à 1 an, elle est de 4%. C'est extrêmement difficile. Il faut une volonté de faire pour
arrêter de fumer par sa propre volonté, parce que il y a une addiction au tabac potentialisée par l'ammoniac qui est mis dans les cigarettes comme additif pour augmenter cette accoutumance et cette dépendance qui fait que l'arrêter de fumer est difficile. Avec les patchs, gommes, on augmente à 16 jusqu'à 25% les chances d'arrêt. Donc ces gommes, ces patchs qui sont disponibles sur prescription pour certaines grâce à des addictologues, à des tabacologues, eh bien, sont une aide précieuse. Et en tant que patient, il faut qu'on rame ensemble avec le médecin dans la même direction. C'est-à-dire que si d'un côté le patient fume, continue d'exposer sa vessie à des facteurs de risque de tumeur et qu'en même temps l'urologue court après la tumeur à essayer de la contrôler en réséquant, en traitant par chirurgie ou chimiothérapie, ben on va dans deux sens opposés. Les patients doivent être bien informés de ce lien entre tabac et cancer de la vessie qui est trop souvent méconnu et que rappelait Laurie. C'est un point essentiel parce que quand on arrête de fumer, non seulement on respire mieux, mais aussi on préserve sa vessie du risque de cancer sur les années qui viennent. Et par ailleurs, se faire aider pour arrêter de fumer et donc ne pas simplement se faire entendre dire arrêtez de fumer, mais aller aussi être acteur de ses propres soins et demander à son médecin généraliste ou son urologue à qui s'adresser pour recevoir de l'aide pour arrêter de fumer. C'est pleinement partie de la prise en charge. Pour les maladies professionnelles dont parlait Benjamin, heureusement, la médecine du travail a fait son job et la plupart des postes de travail des industries concernées que sont, comme le rappelait Benjamin Prader, la sidérurgie, l'industrie du fer avec les huiles de coupe, toutes ces particules fines d'hydrocarbures polycycliques aromatiques qui peuvent donner des cancers parce qu'ils sont inhalés, éliminés dans les urines, stagnent dans la vessie et au contact du chorion, de la muqueuse vésicale, comme vous l'a montré le docteur Prader sur son schéma, ces carcinogènes provoquent des cancers. Ces carcinogènes sont moins présents aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 20 ou 30 ans dans les entreprises où il y avait ces expositions. Néanmoins, les patients qui ont été exposés il y a 20 ou 30 ans sont encore à risque. Et donc, l'âge moyen du diagnostic du cancer de la vessie est plus aux alentours de 60 ans actuellement que de 40 ans. Et donc, il faut savoir rechercher ses antécédents et y penser davantage encore au cancer de la vessie lorsqu'on a fait ces professions à risque. Et dernier point, parce qu'on n'en parle sûrement pas assez, c'est la problématique du cannabis. Non pas que le cannabis en lui-même soit un facteur de risque plus grave que le tabac, mais que le cannabis que consomment les Français n'est pas un cannabis contrôlé, bien évidemment, c'est une substance illicite. Et il y a dans l'industrie, il faut bien appeler les choses par leur nom, de la vente de cannabis, une volonté de profit qui fait qu'il est recoupé avec n'importe quoi. Et on peut trouver des substances telles du pneu, du ciment ou n'importe quelle autre gomme qui permettent d'augmenter le volume de la substance pour que le consommateur en ait moins finalement à fumer, mais plus en volume qu'il paye. Et donc, quand vous fumez du cannabis acheté chez un dealer, dedans, il y a des substances qui sont très carcinogènes et absolument pas contrôlées, parce que si le tabac est carcinogène, on le sait, les industries du tabac sont surveillées, il n'y a aucun contrôle là-dessus. Or, malheureusement, la France est championne d'Europe de la consommation de cannabis. Il y a de plus en plus de patients jeunes que l'on voit arriver à nos consultations parce qu'ils ont été exposés à des carcinogènes totalement improbables, que même en étant cultivateur de fruits et légumes dans le sud-ouest, on n'aurait malheureusement pas le risque d'être exposé à de telles doses parce qu'ils fument du cannabis. Ça fait partie des choses là aussi où il peut y avoir une action de communication et de prévention. Merci Yann, et je pense qu'on peut aussi rajouter effectivement dans la partie prévention que de façon générale, et ça c'est pour tous les cancers, une alimentation équilibrée et une activité sportive prévient de toute façon le risque de cancer. Alors pour le cancer de la vessie de façon très spécifique, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. La plupart d'entre elles sont contradictoires. C'est surtout des études rétrospectives sur des grosses cohortes américaines. On sait que notamment la viande multitransformée, tout ce qui sont les steaks retransformés, les saucisses retransformées, etc., ont potentiellement un risque accru de faire développer des cancers de la vessie. Néanmoins, ce sont des études qui restent à faible niveau de preuve. On sait qu'il y a tout ce qui est
alimentation transformée augmente le risque de cancer et notamment de cancer de la vessie par ailleurs, mais les informations qu'on a, on va dire scientifiques de niveau de preuve, sont insuffisantes pour dire il faut arrêter de manger tel fruit ou il faut mieux manger tel légume ou manger de ci ou ça. On sait que quoi qu'il en soit, une alimentation équilibrée, une activité sportive et limiter tout ce que sont les produits transformés avec une hydratation importante en eau régulière permet de limiter les risques, mais aujourd'hui, on a trop peu d'études qui permettent de vous donner une information, on va dire, franche dans cette prise en charge-là. Mais évidemment, l'Association française d'urologie travaille beaucoup sur la promotion d'une hygiène de vie pour le risque de cancer, qu'il soit celui de la cancer urologique en général, prostate et vessie, et que ce soit par le sport et par une alimentation plus contrôlée et payée pour avoir des aliments plus sains. Je rejoins complètement ce que dit le docteur Prader, et c'est vrai que l'AFU promeut l'activité physique. Le mot sport réfère à la performance. L'activité physique, c'est accessible à tous et à tout âge. C'est simplement de la marche quotidienne. C'est monter les escaliers plutôt que prendre l'ascenseur. C'est descendre une station de métro avant pour finir à pied. C'est prendre ses chaussures plutôt que sa voiture, son vélo plutôt que son train, etc. Et donc, tout ça, c'est vrai que c'est faisable au quotidien. Et hormis les facteurs de risque dont parlait Benjamin, pour lesquels, certes, les niveaux de preuve sont pas forcément évidents, il y a quand même quelque chose qui est évident et que les patients savent bien, c'est que plus on est en forme, plus on est en bon état de santé, et mieux on pourra affronter les différents traitements, que ce soit des anesthésies générales, que ce soit des traitements plus lourds par chimiothérapie ou par chirurgie. Et que donc, plus on s'entretient, plus on est en bonne santé, et l'activité physique, une alimentation équilibrée, c'est vrai que ça coûte cher, c'est pas simple de dire, c'est comme arrêter de fumer, manger équilibré, ça demande un budget. Mais c'est un investissement que l'on fait sur le long terme lorsqu'on mange de façon saine, parce qu'on se préserve de problèmes pour la suite et on est plus en forme lorsque les problèmes surviennent pour les affronter. On a presque envie de vous donner comme conseil de slogan, hormis urine rouge, je me bouge, transformez l'argent de vos cigarettes en argent pour acheter de l'alimentation plus saine et faire du sport, de l'activité physique. Tout à fait. Et je pense qu'on peut dire, juste pour expliquer aux journalistes qui ne sont pas forcément spécialisés en urologie, quand on y réfléchit finalement, l'urine, c'est l'expulsion des toxiques du sang. Que le corps expulse les toxines du sang via les urines. Ces urines-là, elles sont stockées dans un réservoir qui est notre réservoir, qui est la vessie. Et donc finalement, c'est vrai que c'est assez logique d'imaginer que moins vous avez de toxines, moins elles sont rejetées dans les urines, moins elles restent longtemps dans ce conteneur qui est notre vessie. Il faut imaginer que si vous avez des urines pleines de toxines qui restent longtemps dans le conteneur qui est la vessie, et bien évidemment, ça peut provoquer plus d'inflammation et de cancer au long terme. Donc, plus on mange équilibré, moins il y a de toxines dans les urines, moins ces urines sont toxiques pour la vessie lorsqu'elles sont à l'intérieur. Pardon Yann, excuse-moi. Je te laisse. Non, je regarde en même temps pour m'assurer que vous n'avez pas de questions. On a répondu à la plupart d'entre elles parce que certaines se recoupaient, notamment concernant donc la prévention. On a bien insisté, répondu aux questions concernant le cannabis. Je ne sais pas alors, si vous avez d'autres questions que vous souhaitez nous poser à travers le chat, je n'en vois plus. Et si c'est le cas, pour ne pas abuser de votre temps, comme nous avons respecté le timing et sommes bientôt à 1 heure de votre temps pris pour nous, et on vous en remercie, nous écouter quant à cette action de prévention et d'information sur le cancer de la vessie que mène Cancer Vessie France, donc l'association des patients atteints de cancer de vessie, la seule association française d'ampleur qui s'occupe de ces patients, représente les patients et leurs aidants, et donc est votre interlocuteur en termes de patientèle pour pouvoir avoir un avis de patient concernant cette maladie. Et puis l'Association française d'urologie, les urologues étant, comme vous l'a rappelé Benjamin Prader, le pivot, la clé de voûte de la prise en charge des tumeurs de vessie. Et donc nous sommes là aussi vos interlocuteurs si vous avez des questions
d'ordre médical et scientifique pour compléter notre conférence de presse. Je vois une dernière question qui apparaît. Autodétection par les bandelettes urinaires. On peut effectivement diagnostiquer précocement une hématurie microscopique, c'est-à-dire non visible à l'œil nu, par une bandelette urinaire. Fort heureusement, les hématuries microscopiques peuvent avoir de multiples causes, et donc la première chose à faire en cas d'hématurie sur une bandelette urinaire, ce sera de le confirmer par le fameux ECBU dont on parlait. Et si cet ECBU ne montrait pas d'infection urinaire, alors oui, demandez à consulter un urologue, parce que ça peut être effectivement une chance, paradoxalement, de se voir diagnostiquer très tôt un cancer de la vessie. Une dernière chose peut-être, me demande-t-on, sait-on pourquoi les hommes sont plus souvent atteints que les femmes? Alors là, la réponse est très simple, et ça explique ce que disait Laurie pour l'association Cancer Vessie France, qui est très important à savoir, c'est parce que les hommes fumaient plus que les femmes, tout simplement. Et égalité des sexes oblige, les femmes fumant maintenant tout autant, ayant en plus des conditions de travail dans lesquelles il n'est pas toujours évident d'aller aux toilettes pour vider sa vessie, la vessie étant le réservoir des carcinogènes, comme vous l'expliquait le docteur Prader, les femmes se retrouvent maintenant exposées au même risque que les hommes, et avec une tendance à garder plus longtemps un contact entre les carcinogènes et leur vessie que les hommes, qui ont tendance à pouvoir aller plus facilement aux toilettes, en tout cas vider leur vessie, que les femmes. C'est pourquoi les hommes sont stables en incidence, mais que ça augmente chez les femmes, d'où ce 7,1% de croissance depuis 2020 que vous rapportait le docteur Prader en introduction. Et le nom du traitement dont l'accès précoce a été supprimé, oui, c'est l'erdafitinib. Balversa, de son nom de molécule, de DCI, enfin de non commercial. L'erdafitinib, qui est un inhibiteur de FGFR, qui est une molécule, un inhibiteur de tyrosine kinase, qui, dans le cadre du cancer de la vessie, donc après chimiothérapie et après immunothérapie, a démontré qu'il améliorait la survie globale des patients. C'était l'étude THOR qui a été présentée là aussi dans des congrès internationaux, publiée. Le laboratoire a donné un accès précoce à sa molécule en le demandant auprès des autorités de santé qui, pour la NSM, a été favorable. La commission de transparence de la HAS a donné un avis plutôt en faveur, et le collège de la HAS a lui décidé que, il y avait déjà l'enfortumab vedotin dont on a également parlé, mais qui ne concerne pas les mêmes patients, puisqu'on ne parle pas de patients qui présentent spécifiquement des anomalies de FGFR, puisqu'on cible une anomalie avec l'erdafitinib. C'est pas le cas avec l'enfortumab vedotin, qui heureusement marche chez tous les patients. Mais ce sont deux traitements différents et complémentaires. On peut utiliser l'un puis l'autre, dans un sens ou dans l'autre. Et donc considérer qu'il y a un besoin couvert, c'est considérer à tort qu'il n'y a pas de place en fait pour ce médicament, parce que l'erdafitinib n'aurait pas d'intérêt à part parce que l'enfortumab vedotin, ça a déjà là. Ce n'est pas le cas. Ça, par peut-être méconnaissance, je ne vois pas d'autre excuse en fait à la HAS que cette explication, parce que les collèges d'experts de la HAS il n'y a aucun oncologue dans ce collège, et c'est normal, c'est une nomination qui est faite administrative, et dans ce collège on trouve des épidémiologistes, des infectiologues, des cardiologues, il n'y a pas d'oncologue. Alors peut-être que les explications qui leur ont été fournies ne sont pas assez claires, je ne sais pas. Toujours est-il que communiqué de presse de l'APM et communiqué de la HAS commun le 15 avril, tout récemment, décide de retirer cet accès précoce, donc des patients, environ 200 par an. Ce n'était pas un grand nombre de patients, mais c'est toujours 200 patients qui vont perdre une chance de voir leur survie prolongée parce que une décision administrative dont nous, médecins, on n'a pas d'explication rationnelle à expliquer aux patients qui sont avec nous aujourd'hui et nous écoutent. Nous arrivons au terme de l'heure qu'on vous avait demandé de nous consacrer, ou encore on vous remercie de vous être connectés, et je ne vois plus de questions qui apparaissent. Laurie, on vous donne le mot de la fin. Merci beaucoup. J'aimerais remercier tous les journalistes qui sont là aujourd'hui et insister sur l'importance de relayer ce message très important de la campagne
qu'on suit avec l'AFU, urine rouge, je me bouge. C'est très important de consulter rapidement du sang dans ses urines, à n'importe quel âge, qu'on soit homme ou femme. Il faut toujours voir un médecin. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à toutes et à tous. Et donc, vous pouvez contacter Cancer Vessie France et l'Association française d'urologie, dont vous avez les coordonnées dans le dossier de presse, pour toute question supplémentaire, interview, etc. On est à votre écoute et disposition tout au long du mois de mai, avec un webinaire, une journée patient dédiée qui aura lieu le 2 mai à la Maison de l'Urologie, qui sera retransmise en direct pour, encore une fois, mieux faire connaître et informer le grand public de ce cancer qui est toujours trop fréquent quand on en est atteint. Merci à vous toutes et tous pour vous être connectés. Excellente journée. Merci beaucoup.